Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue et merci à tous pour votre fidélité à cette émission Le Grand Jury d'RFM. C'est Alassane Ouattara qui a donné l'information ce samedi soir en conférence de presse conjointe avec son homologue français Emmanuel Macron. Le président ivoirien a annoncé la fin du franc CFA qui sera remplacé par la monnaie ECO, monnaie pour les 8 pays de la zone UEMOA. Bonjour Abdoul Mbaye. Bonjour. En tant qu'ancien de la BCEAO, comment réagissez-vous à cette information ? C'est une information particulièrement importante. Elle peut être qualifiée d'historique, puisque l'accord de coopération qui lie l'UEMOA à la France a subi sa dernière modification. C'était en 1973, il y a donc 46 ans, à l'époque où on évoquait où on engageait l'africanisation de la BCEAO. Aujourd'hui, il est peut-être un peu excessif de dire que le franc CFA disparaît parce que l'UEMOA reste, et c'est important. Par contre, la dénomination de la monnaie commune est modifiée. Elle va désormais s'appeler ECO. C'est une évolution importante. Il y a également le fait que le compte d'opération va être fermé, l'obligation de la centralisation des 50% des réserves de change auprès du Trésor de la français. BCEAO auprès du Trésor français va cesser, et les présences d'administrateurs ou de représentants de la France au sein des organes de décision et de gestion de l'UEMOA et de la Banque centrale va également cesser. Ça, c'est la dimension surtout politique ou géopolitique, parce que Emmanuel Macron lui-même le dit, le franc CFA était devenu l'un des derniers vestiges de la France-Afrique, et qu'on sait que l'opinion ouest-africaine protestait contre cette alliance surtout monétaire. Je n'ai jamais cessé de le dire, c'est que les décisions qui ont été prises dépendaient d'abord de la volonté et d'une décision des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et non pas de la France. Par contre, je trouve cette réforme non seulement importante, mais particulièrement intelligente, parce que sur les aspects liés à la convertibilité et à la convertibilité à un taux fixe par rapport à l'euro, qui n'est pas une monnaie française, mais qui est une monnaie européenne, également la garantie de convertibilité, cette fois assurée par le Trésor français, par la France, les choses restent en l'état, et c'est important parce qu'il faut, dans des réformes profondes de monnaie, prendre en compte les risques d'anticipation et de spéculation. Ça ne veut pas dire que les portes sont fermées à des évolutions futures, mais dans cette première étape de réforme, je crois qu'il était important de rassurer sur cet aspect. La France ne s'éloigne pas complètement, parce que la France sera toujours là pour sauver certaines situations d'urgence. Alors, concernant la garantie de la France, on parle souvent de garantie de convertibilité. Personnellement, je conteste ce terme parce que la convertibilité du franc CFA aujourd'hui et de l'ECO demain à l'intérieur de l'UEMOA, c'est une garantie assurée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest grâce à ses propres réserves. C'est lorsqu'il y a épuisement des réserves de la Banque centrale que le Trésor français, l'État français peut entrer en jeu. C'est pourquoi je préfère, moi, parler de garantie de continuité de convertibilité plutôt que de garantie de convertibilité, parce que c'est réduire le rôle important et majeur de la Banque centrale. Il faut d'ailleurs savoir que la Banque centrale détient des réserves pour une valeur de près de 9 000 milliards de francs CFA qui couvre près de 6 mois d'importation de la zone UEMOA. Alors, c'est une bonne ou mauvaise décision pour les pays de l'UEMOA de quitter le franc CFA, de couper ce lien surtout technique avec la France en matière de monnaie et de faire une nouvelle monnaie communautaire qui va s'appeler ECO? Bonne ou mauvaise décision? Très sincèrement, tout ce qui est abandonné n'était pas nécessaire et n'était pas fondamental au fonctionnement de la monnaie commune. Le changement de dénomination, on peut s'appeler AB, ça ne change pas grand-chose. La garantie de convertibilité, elle est maintenue par contre.
La représentation de la France au sein des organes de décision, vraiment, ce n'était pas quelque chose de très utile. La centralisation auprès du Trésor français des réserves de change, ça aussi, ce n'était pas nécessaire. Il est certain que la Banque centrale devra avoir un compte en euros, tout comme elle a un compte en dollars, tout comme elle a un compte dans d'autres monnaies, en livres. Mais il n'y aura plus obligation de les déposer auprès du Trésor français. Et ça, c'est une évolution importante. Beaucoup de choses vont changer. Les billets de banque, les pièces de monnaie, techniquement, ça va prendre combien de temps, ça ? Mais voilà, vous avez raison d'attirer l'attention sur cet aspect. Il y aura, puisqu'il y a des dénominations qui changent, il y aura changement des signes monétaires. Et croyez-moi, ça va être un gros travail. C'est pourquoi il était important de ne pas également toucher immédiatement l'aspect parité, l'aspect convertibilité. Sur ces aspects-là, il faut rassurer. Les chantiers qui s'ouvrent sont énormes, en attendant d'ailleurs d'avoir des précisions supplémentaires, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure le franc CFA pourra s'appeler ECO avant que l'ECO lui-même n'existe au niveau de l'ensemble des États signataires. Donc ça, ce sont des procédures qui restent à définir. En France, à l'arrivée de l'euro, il y avait encore, et pendant très longtemps, la circulation de billets de francs français. Ça va être la même chose. À l'arrivée de l'ECO, il y aura encore du CFA. Oui, mais bien sûr, il n'y a pas, ça ne se fait pas en un jour. Il y a émission de nouveaux billets, mise en circulation de ces nouveaux billets et de ces nouvelles pièces, et concomitamment avec les anciennes, et il y a des délais de retrait qui sont également fixés pour les anciens billets et qui cesseront d'être valides à partir d'un certain moment. Le courant en sujet économie et social. Il y avait de l'électricité dans l'air cette semaine. Les nouveaux tarifs de Sénélec ont encore provoqué des tensions. La manifestation de dénonciation qui était prévue vendredi sur la place de l'Indépendance à Dakar n'a pas eu lieu. La police a étouffé l'initiative de la plateforme Mogno Bagnolank avec quelques actes de violence. Et la police a procédé à quelques dizaines d'arrestations. Les journalistes n'ont pas non plus échappé à cette violence policière avant-hier. Quel est votre commentaire sur ce qui s'est passé vendredi? Écoutez, c'est le signe que notre démocratie est en recul. C'est un des signes qui montre que le Sénégal vit une soft dictature, en ce sens que cette dernière se manifeste d'abord par un contrôle de toutes les institutions par l'exécutif, notamment le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et aujourd'hui, on assiste évidemment à des choses intolérables, à la violation de la Constitution qui prévoit la liberté de manifester, qui ne soumet cette manifestation retenue comme devant être organisée par des citoyens qu'à un régime déclaratif. Et une telle manifestation ne peut être interdite que s'il y a menace de troubles de l'ordre public et insuffisance de forces de sécurité susceptibles de contrôler la manifestation. Or, ces arguments ne sont jamais avancés. On se contente d'interdire des manifestations pacifiques parce qu'elle a quand même été organisée le vendredi 13. Elle était pacifique, il n'y a pas eu de débordement. Les organisateurs ont pu contrôler cette manifestation. Je ne vois pas pourquoi on interdit la manifestation et l'on réprime aussi sévèrement. Je crois pour ma part d'ailleurs qu'ils ont plutôt peur du succès, du renouvellement du succès de cette manifestation. Ils ont peur également d'un compte-rendu fidèle par la presse. C'est pourquoi les journalistes n'ont pas non plus été épargnés. Il y a quand même ce qu'on appelle l'arrêté Ousmane Ngom du nom de l'ancien ministre de l'Intérieur qui interdit les manifestations. Mais au-dessus de l'arrêté Ousmane Ngom, il y a les décisions de la Cour suprême qui rappellent la nécessité de respecter débat juridique sur le sujet. Oui, voilà, c'est clair, c'est net. La Cour suprême. Mais ça traduit une peur du côté du régime en place. Avant de revenir sur les motivations de cette tentative de manifestation sur la place de l'Indépendance, il y a un fait qui mérite peut-être qu'on s'arrête dessus. Comme par synchronisation, au même moment, un juge d'instruction accorde la liberté provisoire à Babacar Diop et
4 étudiants qui avaient été placés en détention après une manifestation similaire, manifestation avortée devant le palais présidentiel il y a quelques jours. C'était contre ces nouveaux tarifs de la Société nationale d'électricité. Mais le procureur a refusé cette même liberté provisoire. Il s'est opposé à cette liberté provisoire pour Guy Marius Sagna et pour 2 autres activistes emprisonnés dans la même affaire. Un problème à vos yeux? Écoutez, très sincèrement, je ne connais pas les détails de la décision, ou plutôt des motivations de la décision prise par le juge d'instruction. Ce qu'il faut reconnaître, c'est simplement que dans des situations pareilles, et c'est propre à toutes les dictatures ou les régimes de privation de liberté, on essaie de mélanger le chaud et le froid. On retient des boucs émissaires, on identifie les plus responsables pour sévir le plus durement contre eux. Ce sont des techniques habituelles. L'absence des ténors de l'opposition comme vous, on les entend très peu, on ne les voit presque pas dans cette bataille contre la nouvelle tarification de l'électricité. Et de façon plus large, on a l'impression qu'il y a une sorte de pacte sur un cessez-le-feu entre vous et l'actuel président de la République. Question provocation, question quand même. Oui, c'est manifestement de la provocation parce que nous avons très tôt, dénoncé les conséquences d'une politique économique et sociale désastreuse menée par le régime et qui ne pouvait que conduire à une hausse des tarifs d'électricité, entre autres. Et nous l'avons dit très tôt, dans le cadre d'un ajustement structurel, et c'est un échec total, patent, de ce régime, qui annonçait par contre une pré-émergence ou une émergence à travers la mise en place d'un plan Sénégal émergent. Et ce que nous pouvons faire, c'est d'abord cela, prévenir les citoyens, leur annoncer que les mesures qui sont en train d'être mises en place, les attitudes de gouvernance qui sont celles du pouvoir, ne peuvent que conduire à un ajustement qui les fera souffrir en faisant baisser leur pouvoir d'achat. Nous l'avons fait avant les élections pour orienter leurs choix. Nous l'avons fait après pour les prévenir. Je ne vois pas en quoi on peut être dans une telle attitude de dénonciation et pactiser avec le pouvoir en place. C'est tout à fait le contraire. Vous êtes banquier, par extension spécialiste des questions économiques et financières. L'injonction du Fonds monétaire international qui a fait plier le gouvernement sénégalais sur ce dossier, le FMI ne veut plus que l'administration Macky Sall subventionne l'électricité. Écoutez, de toute façon, le Fonds monétaire international impose des décisions d'ajustement, si vous avez besoin de lui. Or, le Sénégal, le régime de Macky Sall, a aujourd'hui besoin du Fonds monétaire international pour rester présent sur les marchés internationaux et sauvegarder sa crédibilité financière. Mais ce qu'il faut retenir... Alors, décision compréhensible d'enlever la subvention et par conséquent, augmentation des prix... Non, le débat ne doit pas être posé de cette manière. Le problème est d'abord, pourquoi a-t-on encore besoin en 2019 de subventionner la Sénélec ? Alors que les prix du brut ont baissé, je prends comme référence avril 2012, c'est-à-dire au moment où Macky Sall est arrivé au pouvoir. Et que vous êtes nommé Premier ministre. On était, disons, à 100, comme prix de référence, $100 le baril. Aujourd'hui, on est à environ 65. Donc il y a eu baisse quand même de plus de 35% du prix du baril en dollars. C'est vrai, il y a eu légère augmentation du franc CFA, mais en tout état de cause, on peut considérer que le prix du pétrole, le prix de référence, est encore en retard de 26% environ par rapport à ce qu'il était en avril 2012. Donc on ne peut pas expliquer l'augmentation du prix de l'électricité par celui du prix du pétrole. Nous avions une formidable opportunité, parce qu'en 2015, la baisse avait été encore plus importante. À ce moment-là, on était même descendu de 100 en moyenne à $45 de le baril. Nous avions une formidable opportunité de créer de la compétitivité au niveau de la Sénélec, de baisser le prix de l'énergie, de l'électricité,
et de rendre plus compétitive l'économie sénégalaise, notamment par la baisse de ce coût des facteurs. La Sénélec, la Société nationale d'électricité, quand vous avez été nommé Premier ministre, était à 55 milliards de dettes. Plus tard, quelques années plus tard, elle s'est portée mieux. Elle s'est même permise de faire des bénéfices. On a annoncé des bénéfices. On a annoncé une surcapacité de production. Au final, que voit-on ? On apprend qu'il y a une subvention de 125 milliards à éponger. On apprend qu'on est obligé de louer une barge qui doit produire de l'électricité parce que la centrale de complément. est tombée en panne. Bon, mais tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire qu'on est en train de vivre sur du mirage et malheureusement parfois sur des contre-vérités qui nous rattrapent. Vous savez, déjà en 2012, il avait été clairement indiqué à travers l'analyse de la question électrique au Sénégal que nous avions un gros effort à faire au niveau de l'institution Sénélec. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la part de frais de personnel contenue dans le prix du kilowattheure de la Sénélec représentait 2 fois le même pourcentage du kilowattheure produit en Côte d'Ivoire. Et 3 fois, plus de 3 fois d'ailleurs, 4 fois, le pourcentage du même kilowattheure produit au Kenya. Donc, il y avait un véritable problème à conduire au niveau de la Sénélec. La baisse du prix du brut aurait permis, et d'ailleurs le Fonds monétaire international à l'époque a convié tous les États à faire des efforts en la matière pour essayer de rendre plus compétitives leurs économies. Des engagements ont été pris au Sénégal. N'oubliez pas qu'on a annoncé, je crois que c'était en 2015, la baisse des prix de l'électricité entre 10 et 20%. On a raté cette opportunité et malheureusement, le plan Sénégal émergent, l'émergence du Sénégal va en prendre un sacré coup, également le pouvoir d'achat des populations. Dans le secteur public, Sénélec est le premier employeur avec plus de 3000 salariés. Et les charges de la société sont colossales. Est-il possible justement qu'un jour Sénélec retrouve tous ces équilibres ? Il suffit d'avoir autre chose que des politiciens ou des néopoliticiens à la tête de cette institution. Il faut également, je l'indiquais de manière très claire dans l'ouvrage que j'ai rédigé au sortir de mes fonctions de Premier ministre, bien sensibiliser les syndicats et les agents de la Sénélec sur la lourde responsabilité qui est la leur, car tenez bien ces propos. Il n'y aura pas de développement économique significatif du Sénégal tant que nous n'aurons pas réglé la question du coût, du facteur essentiel que représente l'électricité. Il faut savoir que dans les mêmes conditions de production, le kilowattheure produit par la Socosim ou les cimenteries en excédent et revendu à la Sénélec, à l'époque en tout cas, coûtait 40% moins cher que le kilowattheure produit par la Sénélec. Le meilleur kilowattheure, excepté le kilowattheure hydroélectrique. Donc dans les mêmes conditions, fuel, diesel, etc., ou gaz, on était à 40% d'écart. Mais la dépendance, justement, la dépendance aux hydrocarbures pour fabriquer de l'électricité, c'est un gros problème. Mais c'est un problème important qui avait conduit à l'époque en 2012 à fixer des objectifs visant le remodelage du mix énergétique du Sénégal en réduisant cette grosse dépendance vis-à-vis du fioul lourd et du diesel. Il y a des projets qui ont été proposés. Malheureusement, je ne vais pas peut-être revenir sur certains détails. Ces projets ont été refusés ou non acceptés au profit de projets relevant de chimères et qui n'ont jamais pu voir le jour. Pour des raisons politico-politiciennes peut-être. Le mix énergétique doit être accentué. Ah oui, il doit être révisé, réorganisé au profit notamment du gaz, puisque demain nous en aurons beaucoup. Et il faut par contre se désengager de tout ce qui est... Le ministre du Pétrole et des Énergies, dans une sortie dans les journaux ce week-end, a parlé justement du gaz comme une bonne perspective pour davantage améliorer Mais cela aurait pu être fait avant
que le Sénégal ne le produise. On avait largement le temps. Comme on importe les hydrocarbures. Exactement, absolument, le GNL. Abdoul Mbaye, l'invité du grand jury des RFM, ancien Premier ministre. Et de façon globale, Abdoul Mbaye, quel bilan faites-vous du travail du gouvernement pour cette année 2019 qui se termine? Ça, on va plus solliciter l'expert que le politique. Je prends bonne note. Je prends bonne note de votre sollicitation. Il faut savoir que nous achevons ce qu'ils appellent la phase 1 du PSE. 5 ans de PSE. Ils annoncent l'entrée dans une phase 2. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas une manière correcte de présenter les choses. Il faut dire la vérité, avouer l'échec de la phase 1 ou des premières années du PSE. Pourquoi il y a échec? Il y a échec parce que l'entrée dans l'émergence suppose la construction de fondamentaux, identifiés d'ailleurs dans le cadre du PSE. Des fondamentaux représentés par les gains en productivité, des fondamentaux représentés par une amélioration de l'environnement des affaires, des fondamentaux représentés par l'amélioration du capital humain. Et bien, sur des fondamentaux également, allant dans le sens d'une recherche de la diversification des exportations sénégalaises. Mais sur tous ces plans, il y a échec. Les objectifs n'ont pas été atteints. Et aujourd'hui, on est obligé de démarrer cette prétendue phase 2 du PSE avec des fondamentaux qui sont en retrait par rapport à leur niveau de 2014. On vient de parler de la question du coût de l'énergie, du coût de l'électricité. Désormais, il va falloir faire avec une électricité plus chère. Vous voyez que pour tout ce qui concerne l'amélioration du capital humain, les questions de formation, recul de la pauvreté, etc., il n'y a pas eu de progrès majeur. Les améliorations de productivité dans l'agriculture sont totalement absentes. Vous entendez parler des difficultés que nous avons en matière de production arachidière notamment. L'environnement des affaires stagne, mais surtout, on arrive aujourd'hui à la suite d'un endettement excessif de l'État. On arrive aujourd'hui à un stade où on présentait les premières années du PSE comme reposant sur une croissance dont la locomotive était l'investissement public. Aujourd'hui, en raison de cet investissement excessif, de cet endettement excessif, le Trésor public n'est plus en mesure de continuer à assurer cette fonction, alors que le secteur privé lui-même n'a pas les moyens de prendre le relais. Et il ne le peut dans un contexte où des arriérés s'accumulent sur lui, même si des engagements sont pris pour les réduire, mais on privilégiera ceux sur la Sénélec, par exemple, dans la mesure où également l'environnement des affaires n'a pas particulièrement évolué dans un sens favorable, dans la mesure où on annonce aussi, parce que l'État en a besoin, une augmentation de la pression fiscale qu'on va faire passer de 16% en 2018 à 20% en 2020-2021. On est dans une situation de quasi-blocage et sans alternative économique crédible aujourd'hui, à mon sens. Vous distribuez une très mauvaise note à l'administration Macky Sall pour 2019. Et pourtant, en même temps, il y a quelques jours, quelques petites semaines, vous-même, par votre statut d'expert sur ces questions économiques, vous avez entamé des démarches en récent voyage en Italie pour davantage inviter des PME italiennes à venir s'installer au Sénégal. En même temps, vous parlez d'un environnement des affaires pas favorable. Expliquez-nous. Ah ben oui, mais écoutez, bon, d'abord, il faut préciser que je reste dans une démarche citoyenne. J'aime mon pays, et tant que je peux faire quelque chose pour mon pays, je m'y attelle. Ça ne m'empêche pas de taire la vérité. Ça veut dire que quand je me rends en Italie et que j'essaie de convaincre des PME italiennes dans un contexte que je vais préciser tout à l'heure, de venir investir dans mon pays, je les préviens, attention, on a quand même l'obstacle du coût de l'énergie. Parce que c'est un obstacle pas tant évident et je ne veux pas leur raconter des histoires. Alors le projet auquel vous faites allusion, je pense qu'on a tout à gagner.
au Sénégal. Le projet il s'appelle Rexodus. Le projet s'appelle Rexodus comme retour d'exode. Il est basé sur une logique simple. Les Sénégalais de la diaspora ont souvent, et continuent d'ailleurs de quitter le Sénégal, ont souvent quitté le Sénégal parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas de revenus, parce qu'il y a une pauvreté extrême. Et ils sont prêts pour ça à affronter la mer, à perdre leur vie en allant vers l'Europe. Ils arrivent dans des pays qui parfois les accueillent, qui bien souvent ne les accueillent pas, et l'émigration dans ces pays pose un problème politique au sein de ces pays. Il y a par contre un moyen d'assurer le retour de ces Sénégalais et en même temps d'obtenir, disons, des circonstances favorables au développement de la manufacture au Sénégal, parce que notre industrie en a besoin, notre développement économique en a besoin. Comment ? Des Sénégalais travaillent dans des entreprises en Italie. L'Italie est réputée être une terre de PME performantes, de très très bon niveau. La puissance industrielle italienne repose d'abord sur des petites et moyennes entreprises. En échangeant avec les patrons de ces petites et moyennes entreprises, ils ont trouvé séduisante l'idée consistant à leur demander de délocaliser une partie de leur activité au Sénégal, dans des zones dédiées, donc des zones industrielles, des petites zones industrielles. Une délocalisation qui se ferait en co-investissement avec leurs employés sénégalais et dans des activités permettant de développer l'artisanat de notre pays et de le faire évoluer par un bon choix des secteurs comme celui de la confection, de l'orfèvrerie, de la cordonnerie, permettant à ces artisans d'évoluer vers une semi-manufacture et une manufacture. C'est un projet intéressant auquel nous avons réussi à en convaincre en tout cas les PME italiennes. Je pense qu'il ne sera pas difficile de convaincre le patronat sénégalais, mais surtout des Sénégalais sur place également sont convaincus de l'intérêt de ce projet. Et des municipalités sont déjà prêtes à fournir des terrains industriels. Et souhaitez que les dirigeants sénégalais actuels parrainent votre projet, puisque vous êtes un homme politique de l'opposition. Oui, et écoutez, il va falloir évidemment que je sois prudent, parce que ici au Sénégal, dès que vous êtes dans l'opposition, même si vous travaillez pour votre pays, vous êtes un homme à abattre. Mais ceci dit, il s'agit d'un projet de co-investissement privé-privé. Donc l'essentiel se négocie entre des investisseurs privés, qu'ils soient italiens ou sénégalais. Quand on parle de l'environnement des affaires, c'est du ressort de l'État. Vous avez raison, mais on va faire... si on peut obtenir quelque chose, s'ils peuvent obtenir quelque chose de l'État, ça sera très bien. Mais la véritable question, la véritable problématique est celle de la zone d'accueil. Et là, je crois que les interlocuteurs seront d'abord les municipalités. 2020, c'est dans une dizaine de jours. Et dès janvier, le gouvernement va expérimenter le budget programme. C'est conformément aux directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Le Sénégal va donc migrer vers un nouveau système de gestion des finances publiques. Il s'agit de déconcentrer l'ordonnancement budgétaire. C'est une bonne démarche, il faut s'en réjouir, il faut s'en féliciter, mais vous savez, on peut expliquer un peu pour nos auditeurs, parce que avec le budget programme, le budget de chaque ministère est désormais présenté sous forme de programme, un programme dit support, dénommé pilotage, gestion et coordination administrative, qui va regrouper les crédits affectés aux services transversaux ou d'appui, et des programmes dits métiers. Alors la question, je la repose, ça va vraiment changer quelque chose à votre avis? Ça permet en tout cas de mieux suivre l'exécution d'un programme de gouvernement, que ce soit dans un cadre annuel ou dans un cadre triannuel, ou même dans une perspective plus longue. Bon, maintenant, que vont-ils en faire? Ça c'est une autre question. Mais en tout cas, sur le principe de management, il est certain que c'est un moyen plus commode de suivre l'exécution de programmes au profit des citoyens par le gouvernement. Et chaque budget programme de chaque ministère est piloté par un responsable de programme nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Le responsable de programme est chargé sur le plan opérationnel de gérer son programme,
c'est-à-dire l'élaboration des plans de travail, répartition des moyens entre les services techniques chargés de la mise en œuvre du programme, suivi des indicateurs de performance. N'y a-t-il pas risque de doublon entre les ministres et leurs responsables de programme? Non, écoutez, le ministre doit rester dans une fonction de supervision. Par contre, ce que je retiens de la mise en place de budget programme, c'est que désormais, on sera obligé d'être plus attentif au niveau de compétence de ceux qui sont en charge d'exécuter les budgets. Le critère technique. Les critères techniques devraient faire son retour, parce que vous savez qu'il a beaucoup souffert dans l'administration sénégalaise d'aujourd'hui. Quand vous n'êtes pas membre du parti du pouvoir, il y a des niveaux hiérarchiques que vous ne pouvez atteindre. Malheureusement, ça crée également beaucoup de zones d'incompétence. Là, il sera aisé de constater les retards, il sera aisé de constater les objectifs non atteints, il sera aisé d'identifier les niveaux de compétences insuffisantes, et j'espère que ça peut nous amener dans un cycle vertueux de retour vers une administration performante. Vous êtes le premier ministre de Macky Sall, poste qu'il a supprimé pour, dit-il, faciliter l'exécution des politiques publiques. Le poste de Premier ministre ralentissait-il le travail du gouvernement? Quand je l'étais, non, pas du tout. Quand je suis parti, peut-être. Et il a tiré ses conclusions. En tout cas, ce qui m'a un peu surpris dans une telle motivation, c'est que quand vous avez un Premier ministre qui ne fait pas l'affaire, vous le faites partir et vous en amenez un qui fait l'affaire. Par contre, enlever le Premier ministre en disant qu'il ne fait pas l'affaire, mais le laisser secrétaire général du gouvernement, de la présidence, pour poursuivre la coordination de l'action gouvernementale, ça pose quand même problème. Et être soi-même si souvent absent, ça pose problème. Beaucoup d'analystes ont estimé que c'est pour éviter les conflits de succession. Très sincèrement, je ne connais pas le fond des motivations, mais on a sacrifié, à mon avis, l'efficacité gouvernementale au profit de petits calculs qui m'échappent et qui sont, pour une grande part, des calculs politiciens. Le débat sur le troisième mandat, vous soupçonnez Macky Sall d'essayer de se maintenir au pouvoir après 2024 ? Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est la Constitution. La Constitution, elle est claire. Macky Sall ne peut pas faire de troisième mandat. Bon, la Constitution, il y a la lettre est claire, il ne peut pas y avoir deux mandats consécutifs, il ne pouvait pas y avoir plus de deux mandats avant la Constitution qui a précédé celle de, disons, la modification de la Constitution de 2016, il ne peut pas en avoir deux après 2016, donc je ne vois pas comment il pourrait faire deux mandats. Bon, il y a l'esprit de la Constitution. 2016, c'est lui-même qui a dit... Il y a des esprits, apparemment, des spécialistes... Oui, mais on va vers... et celui qui l'a initié, et celui qui en a été le maître d'œuvre, réécouter Macky Sall, réécouter son ancien ministre, comment il s'appelle, le monsieur Fall, tous ils sont là à dire il ne faut pas plus de 2 mandats et de 5. Bon. Écoutez... Bon, maintenant, la parole de Macky Sall, c'est la parole de Macky Sall, et voilà, et ça ouvre lieu à débat. Mais bon, on va pas perdre du temps sur ça. Je crois qu'il faut être vigilant et savoir que de toute façon, au Sénégal, c'est 2 mandats, c'est 2 mandats. Demain, on verra bien. 2024 se prépare-t-il déjà pour vous? 2024, l'année de la prochaine élection présidentielle? Mais écoutez, nous ne sommes pas dans des logiques de gestion d'échéances électorales. Nous sommes dans des logiques d'ouverture des esprits et de l'esprit critique des Sénégalais vis-à-vis de la manière dont on fait la politique au Sénégal. Nous avons le souci d'ouvrir les consciences, d'éveiller les consciences, pas celui de coûte que coûte préparer telle échéance électorale ou telle autre. Vraiment, on n'est pas dans ce débat. Quand nous introduisons, quand nous mettons en œuvre, quand nous lançons un débat sur la mauvaise gestion de notre pays sur le plan économique et social qui conduit à ces augmentations de prix par l'électricité, par les droits de douane, le pain augmente, et c'est pas fini, hein, il y aura d'autres, qu'on est obligé de bloquer des salaires, etc. On explique aux Sénégalais pourquoi on en est là et comment faire le rapport entre cette situation difficile qu'ils vivent et la mauvaise gestion du pays basée sur du mensonge, basée sur de la rapine, du détournement, de la corruption, aujourd'hui d'ailleurs du trafic de drogue et de faux billets. Bon,
et ensuite aux Sénégalais de faire des bons choix au moment des échéances électorales. Mais très sincèrement, notre action n'est pas conduite par visons la prochaine élection et voyons comment la remporter. C'est pas ça notre... On retourne à l'actualité sociale, économique. La campagne de commercialisation de l'arachide, la présente campagne qui a démarré, qui a été lancée avec beaucoup d'impairs pour le moment. Le gouvernement rassure que ça ira mieux d'ici quelques temps avec la mise en place de tous les leviers qui permettent aux paysans de vendre leur arachide correctement, notamment aux huiliers locaux. Les paysans, ils ont commencé à vendre depuis très longtemps, bien avant même le lancement officiel de cette campagne, à des étrangers, à des Chinois, à des prix beaucoup plus intéressants que le prix au producteur fixé officiellement par le gouvernement. Cette campagne, quel est le regard que vous jetez dessus, vous, l'ancien chef du gouvernement? Écoutez, on est encore attrapé par le mur de la vérité. Et nous avons des problèmes que nous avons agressés en 2012 déjà. En 2012, les Chinois étaient présents. Lorsque un paysan produit, vous le laissez vendre au meilleur prix pour lui. Il faut que ce soit clair. À défaut, et tout cela, donc ça c'est une décision qui avait été prise, et c'est pourquoi on a augmenté les prix de vente de l'arachide dès 2012. Mais au-delà de ça, vous demandez aux huiliers de s'impliquer dans le développement de la production, dans le cadre d'une contractualisation pour aider le paysan, l'aider dans l'augmentation de ses rendements, et à ce moment-là, vous êtes en droit d'acquérir sa production à des prix convenus entre vous et lui. Mais vous ne pouvez pas obliger le paysan à vendre moins cher aux huiliers alors qu'il y a des opportunités. Vous prenez le libre marché Mais évidemment. Mais je vais vous dire autre chose. Lorsque nous sommes arrivés en 2012, les vrais problèmes que nous avons identifiés, c'était ceux d'une baisse régulière des rendements de l'arachide et de la production arachidière. Pourquoi ? Simplement parce qu'on avait introduit en 2002, et ça a duré jusqu'en 2012, cette histoire de graines sélectionnées utilisées comme des semences. C'était quelque chose de terrible. Et dans le livre que j'ai écrit, qui s'intitule « Servir », j'ai considéré que sur cette période, les 100 milliards qui avaient été dépensés au titre de ce process de semences sélectionnées avaient été utilisés pour faire baisser le rendement des productions et la production arachidière du Sénégal. Ça veut dire qu'on finançait le sous-développement avec l'argent public. Le développement de la production arachidière à ce moment-là dépendait d'un retour à des semences certifiées. Nous avons tout de suite mis en place un programme qui devait permettre en 2 ans de reconstituer le stock, dépendait d'une meilleure utilisation des engrais, d'une meilleure distribution des engrais non basée sur des considérations politiques et clientélistes. Et nous avons considéré également que sur le plan des techniques culturales, il fallait de l'équipement. Qu'ont-ils fait ? On a commencé à mettre en place le programme de production des semences certifiées. Ça a été abandonné ensuite. La distribution d'engrais, on est retourné au vieil art. Distribution tardive, distribution par le biais d'intermédiaires parfois véreux. Concernant l'outillage de culture, on est allé acheter des tracteurs à 3 fois le prix catalogue en Inde, etc. Mais comment voulez-vous que ça marche ? Comment voulez-vous que ça marche ? Et on s'est contenté, c'est ça qui est plus grave, on s'est contenté de mentir sur les niveaux de production. Depuis combien d'années je dis c'est pas vrai, il n'y a pas 1 million de tonnes. Quand vous dites il n'y a pas 1 million de tonnes, l'année suivante, on vous dit 1 400 000 tonnes. 1 400 000 tonnes d'arachides, ce que le Sénégal n'avait jamais fait, avec une meilleure pluviométrie, avec un meilleur encadrement, avec une utilisation d'engrais bien supérieure, des semences certifiées. Et on entend, cette année, le directeur général de la Sonacos qui dit « L'année dernière, j'ai eu 80 000 tonnes. » Mais où sont passées les tonnes ? Les 1 400 000 tonnes.
Les producteurs privés, ils annoncent d'ailleurs fermeture de leurs huileries, disent on n'a pas acheté plus de 200 000 tonnes. Alors 280 000 tonnes au niveau des huileries. Oui, où sont les autres quantités? Mais qu'on cesse de mentir et qu'on trouve les bonnes solutions aux problèmes objectifs qui sont aujourd'hui vécus. Peut-être que c'est l'exportation qui a pris le reste. Non, malheureusement, non, parce qu'en plus, l'exportation est contrôlée, elle existe, et l'année dernière, je ne pense pas qu'il y ait eu plus de 200 000 tonnes exportées. Mais justement, ce libre marché que vous prenez sur la vente de l'arachide par les paysans, il y a une grosse interrogation autour du capital semencier. On risque de tout vendre. Et écoutez, on vend le Chinois qui arrive au Sénégal pour acheter l'arachide, par exemple, achète de l'arachide de bonne qualité. Le système de graines sélectionnées, c'est de la ponction sur la production. On parle de graines sélectionnées, ce n'est pas le cas, c'est du n'importe quoi. L'important, c'est de la payer plus cher par subvention de l'État, de la revendre moins cher par subvention de l'État. C'est subventionné à 2 niveaux, et ce qui permet de faire faire des marges colossales à vos opérateurs semenciers, aux intermédiaires. Il est essentiel d'entrer dans un système de production de semences certifiées, indépendant des productions agricoles. Mais il faut se souvenir que le Sénégal a été un spécialiste international, notamment par l'ISRA, de tout ce qui concernait les semences en arachide. Quand vous allez au Brésil, et je l'ai découvert avec beaucoup de satisfaction, vous retrouvez des semences d'arachide originaires du Sénégal. Donc il faut qu'on réussisse, et ça, c'était un programme défini, établi, qui devait durer 2 années, mais qui a été malheureusement abandonné après mon départ de la primature. Ces révélations du député Moustapha Cissé Lo, accusation contre accusation justement sur la distribution des intrants agricoles. Je suis scandalisé parce que ça, c'était connu. On a essayé de faire contre ça. Vous savez, pour la distribution des engrais, par exemple, en 2012 puis en 2013, il a suffi de mettre en place des comités au sein desquels on a fait entrer les jeunes et les femmes pour obtenir davantage de transparence. Mais le vrai problème, c'est que dans la gestion politicienne des affaires publiques, des deniers publics, des intrants qui sont payés par le contribuable, en tout cas dans leur partie subvention, vous faites entrer des priorités qui mettent devant le souci d'aider un client politique, un membre de votre parti, et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Abdoul Mbaye, le dialogue national dans quelques jours, ça a été tellement annoncé, ça ne se fait toujours pas. L'installation officielle de Famara Ibrahima Sagna qui doit piloter le dialogue national. L'acte, votre parti est partie prenante de ce dialogue? Non. Écoutez, très très tôt, on a dit que c'était de la poudre aux yeux, c'était de la diversion. Par contre, notre parti et le Congrès de la Renaissance démocratique, nous avons retenu d'être présents au niveau des commission politique, échanges, ayant lieu au niveau de la commission politique, parce que ça, c'est une tradition républicaine au Sénégal, et après chaque grande élection, il y a des points à corriger, des propositions à faire. Ça, nous avons accepté. Mais ce dialogue national, dès le début, nous avons compris que c'était de la diversion, une autre diversion, la troisième diversion venue de Macky Sall. Votre parti et les prochaines élections locales, vous avez dit tout à l'heure sur la présidentielle que vous ne faites pas de fixation sur les échéances électorales. Les locales, quand même, vont bientôt arriver peut-être. Vous n'êtes pas indifférent à ce concours électoral, forcément. Certainement pas, mais nous préparons les élections, mais nous ne faisons pas de fixation, et ce n'est pas notre objectif politique. Nous sommes en train de préparer les locales dans le cadre de cette coalition que je viens de citer, qui est le Congrès de la Renaissance démocratique. Il y a un travail d'identification des candidats qui a déjà commencé, donc nous nous préparons. Votre coalition politique, au sein de l'opposition, il y en a d'autres, justement, l'éclatement des forces de l'opposition. Et c'est intelligent de faire comme ça. Chacun fait sa chapelle et puis... De toute façon, vous ne pouvez pas empêcher, au nom de la liberté d'association, la création de partis politiques.
une fois que les partis politiques Je parlais des coalitions de l'opposition. Il y en a plusieurs. Mais une fois que les partis existent, ils se retrouvent également par affinité au sein de coalitions. Bon, parfois par affinité, parfois par intérêt. Nous avons choisi, parce que vous avez des coalitions où vous retrouvez l'extrême droite et l'extrême gauche pour un partage du gâteau. Nous avons choisi d'en constituer une sur la base d'identité de point de vue, de partage de point de vue, de rapprochement idéologique. Et il faut laisser les coalitions se constituer de cette manière. Ça ne peut pas venir sous la forme d'une décision autoritaire. Et vous vous rapprochez, vous êtes en coalition, mais il peut y avoir aussi des fédérations de coalition, c'est toujours possible. Les alliances ne sont jamais fermées. Vous êtes banquier, Abdoul Mbaye, la floraison de banques au Sénégal. Est-ce que le marché permet d'avoir un si grand nombre de banques? En même temps, on dit que l'économie est au plus mal. Paradoxe, non? Bon, les institutions viennent s'installer parce que c'est pas très difficile. Il y a bien longtemps que je m'élève contre cette attitude qui consiste à considérer que plus il y a de banques, plus il y a de la concurrence entre elles, et donc l'accès au crédit sera rendu plus facile, notamment dans les conditions de prêt. C'est pas du tout le cas. Vous multipliez les établissements bancaires, d'ailleurs dans une logique qui n'est pas celle de l'international. En général, il y a du regroupement. À ce moment-là, vous rendez plus difficile l'effet volume, disons, qui doit permettre à l'intérieur de l'établissement d'amortir des charges sur des taux, avec des taux d'intérêt plus réduits ou des frais plus réduits. Et le coût du crédit reste très élevé. Donc le seul avantage que l'on aurait pu attendre d'un accroissement de la concurrence par le nombre des établissements a un effet contraire à celui recherché. Je pense très sincèrement que nous devons réduire le nombre d'établissements bancaires au Sénégal, et cela passe par le renforcement de leurs capitaux propres. 10 milliards de capital minimum, c'est insuffisant. C'est mon avis. Voilà, mais il vous suffit de créer un petit établissement, de mettre les taux assez élevés, puis vous pouvez vous en sortir un peu, gagner un peu. Même la perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières ne suffit pas pour davantage encourager les institutions bancaires à s'installer au Sénégal. Bon, c'est un des facteurs qui entre en ligne de compte, mais il ne faut pas non plus trop grossir les effets de l'exploitation pétrolière sur l'économie sénégalaise. C'est certain, il y aura un petit plus, mais c'est peut-être un petit plus qui va d'ailleurs compenser les gros gaspillages qui sont encore en train d'être conduits par le régime en place. Abdoul Mbaye, merci d'être passé devant le grand jury de RFM, ancien Premier ministre, le premier ministre de Macky Sall à sa première élection en 2012, leader du parti politique Acte Alliance Citoyenne, Alliance pour la citoyenneté et le travail. Bonne fin de semaine à tous, restez avec nous. Merci d'avoir écouté le grand jury sur RFM.